si ça vous intéresse de nous rejoindre pour voler avec nous sur le bassin d'Arcachon, rendez-vous sur le lien juste en dessous, debrief.org, notre site web. Vous y retrouvez forcément nos livres, nos prestations d'entreprise, mais également voler avec nous. Et si vous allez sur cette page, vous pouvez cliquer et réserver votre baptême, votre expérience, que ce soit avec l'équipe du UAM Sud Bassin ou directement avec moi, en fonction des disponibilités. Alors à très vite sur le bassin, que ce soit pour un vol solo ou, encore mieux, un vol en patrouille, pourquoi pas avec un de vos proches dans l'avion du leader. Nous sommes avec Christophe, que maintenant vous connaissez bien, entre le Mirage F1, les avions anciens, toujours à La Ferté-Alais, où on vous attend les 7 et 8 juin prochains. Et aujourd'hui, l'idée, c'est pas de vous parler du Junker 52, c'est de vous parler du 747, parce que Christophe a une spécificité unique au monde. Il a présenté sur le même aérodrome le Blériot 11, des Morane comme vous les avez vus, mais également et surtout Queen of the Sky, le 747, pour sa dernière démonstration de l'histoire de notre grande nation aéronautique. Et il va nous livrer tous les secrets de la préparation, de la genèse de cette démonstration, et après comment ça s'est passé, vu depuis la place gauche. À toi Christophe, on a envie de savoir comment ça s'est passé. Ça s'est passé très bien, mais ça a été effectivement émotionnellement un grand moment. Donc ça a été en 2016, le meeting de 2016, et notre directeur des vols voulait vraiment faire passer un avion de ligne. Il connaît toujours d'ailleurs un journaliste aéronautique dont le nom est assez connu, et ce journaliste connaissait le président directeur général de Corsair. Donc notre directeur des vols lui a demandé, est-ce que tu pourrais pas en parler au PDG de Corsair, voir si on pouvait pas. Bon. Et il a réussi à le convaincre de faire passer le 747. Donc j'ai appris ça. Je me suis dit, mon Dieu, j'avais une furieuse envie d'être dans la manip, bien sûr, mais je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Parce que j'ai hésité longuement. Et un jour, je me suis dit, il va falloir que je demande quand même. Donc un jour, je vais à Paris. En revenant, je passe devant Orly, où il y a donc le siège de Corsair. Je me dis, bon, il faut que je m'arrête, il faut que j'aille voir le PDG, il faut que je lui demande l'autorisation de présenter l'avion. Je m'arrête, je vais voir la secrétaire, elle me dit, ah, ils sont en comité de direction, on peut pas. Mais ça se termine, attendez 5 minutes. Bon, j'attends. La porte s'ouvre, le comité de direction se termine. Je vais vers Pascal de Isaguirre, le président directeur général de Corsair. Et qui me dit, ah, monsieur Bailly, on parlait de vous, j'avais pas eu le temps d'ouvrir la bouche, hein. On parlait de vous, on est tous d'accord, c'est vous qui présentez le 747 à La Ferté-Alais. Oh. Là, je dois dire qu'heureusement que j'ai le cœur bien accroché, parce que bon, ça m'a fait bien sûr un immense plaisir, un immense bonheur. J'ai même pas eu à demander à le faire. Et ce qu'il y a de bien, c'est que je trouve que ça a été une décision intelligente, non pas parce qu'ils m'ont choisi moi, mais parce qu'ils savaient pourquoi est-ce qu'ils m'ont choisi, parce qu'ils savaient très bien que j'étais membre de l'amicale depuis, à l'époque, 33 ans, 34 ans, que j'avais l'habitude de présenter des avions, que j'avais présenté le Skyraider à l'étranger, à Duxford en Angleterre, en Allemagne, un peu partout. Donc ils savaient un peu mon passé aéronautique. Et ils se sont dit, bon, logiquement, il a quand même pas mal de billes pour présenter l'avion. On m'a octroyé, si je puis dire, un copilote qui était expérimenté également au niveau aviation générale, qui avait fait beaucoup de planeurs, qui s'appelle Franck Thiebaud, et que s'il m'écoute, que je salue. Et également, très important, un troisième pilote. Donc le 747-400, c'est un équipage à 2. Ça m'est arrivé d'ailleurs de faire des vols rarissimes, mais à 2 pilotes, point barre, avec une hôtesse ou un steward pour nous servir à manger, pour convoyer l'avion, on va dire. Mais là, du coup, on était trois pilotes. Un pilote en place centrale, qui était donc Wilfried Legault, ancien commandant de bord, ancien officier de sécurité des vols de la compagnie Corsair. Et c'était très important pour la sécurité des vols, parce que c'était le troisième homme qui nous regardait travailler, qui connaissait, bon, de toute façon, le déroulé du vol, on le connaissait par cœur, tous, les vitesses, les passages. Et il nous regardait faire, enfin, il nous a aidés pour plusieurs choses, mais il nous regardait faire et il nous a empêchés, si ça s'était présenté, de partir dans un plan qui n'allait pas du tout le faire, qui n'était pas prévu, dépasser certaines limites qui n'étaient pas prévues. C'était le garde-fou, entre guillemets. Et il a eu un rôle très important. Donc le pattern général a été pensé par le directeur des vols. Après, tout ça, c'est très compliqué parce qu'il a fallu créer, d'abord, il a fallu en parler à la DGAC, qu'ils acceptent. Ensuite, il a fallu créer, je dirais, ce qu'on pourrait appeler, c'est un terme un peu militaire, un ordre spécial d'opération, on va dire, dans notre documentation qu'on appelait le géné-fondement. Maintenant, ça porte des termes différents.
dans le génie fondement, il a fallu rajouter tout un chapitre sur la présentation exceptionnelle du 747 à la Ferté-Alais. Il a fallu également répéter le pattern au simulateur. Donc on est allé au simulateur d'Air France, puisque Corsair ne possède pas de simulateur en propre, et avec le directeur des vols, Michel Gindre, ancien commandant de bord à Air France également, et qui nous a regardé. Alors dans le simulateur, il y avait beaucoup de monde. Il y avait déjà les 3 pilotes qui étaient impliqués. Il y avait donc le directeur des vols, et il y avait 2 ou 3 personnes de Corsair, un chef de secteur, je ne sais plus, l'officier de sécurité des vols en titre, enfin bon, on était plein. Et on a répété 3 ou 4 fois le même pattern, pour que Michel Gindre, le directeur des vols, valide le vol. Michel avait également inventé une trajectoire qui nous protégeait au maximum. Donc nous avons décollé d'Orly en régime IFR. On est monté donc vers un niveau 50 et l'approche d'Orly nous a guidés vers un secteur d'attente du côté de Melun. C'était le week-end, donc Melun est fermé, donc c'est de l'auto-information. Mais ils ont une fréquence tour, bien sûr. Donc une fois qu'on était dans le circuit de Melun, on est descendu doucement vers les 2500 pieds. Là, on est passé avec le contrôle de Melun, et c'est là où vous allez voir, on a 3 VHF sur 747, on a utilisé les 3 en même temps, et dans les 3 pilotes, ça tombait bien. Donc on a quitté Melun à un des points de sortie de Melun, en trajet direct sur ce qu'on appelle ici la bougie, qui est un relais de télécommunication qui est à peu près 5 km à l'est du terrain, qui est une grande tour peinte en blanc et rouge, qui se voit bien. Et là, on était en VFR complet, donc sans contrôle. Voire éviter. Oui, absolument. Donc un DR400 peut te croiser. Oui, absolument, absolument. Et d'ailleurs, justement, c'est une phase où on n'est pas à l'aise parce qu'on fait jamais ça. En ligne, en avion de ligne, on fait jamais ça. Également, quand il y a le meeting sur la Ferté-Alais, il y a une ZRT, une zone réservée, temporaire, d'où son nom, qui est autour du terrain. Donc il y avait entre la zone de Melun et la ZRT, Michel avait calculé la trajectoire pour qu'il y ait le moins de temps possible. Mais enfin, bon, là, il fallait voir et éviter, parce qu'il n'y a personne d'autre pouvait nous... Pas de radar. Par contre, il y a le TICAS. Oui, il y a le TICAS qui était bien sûr branché. Il y avait des vols de baptême en cours, d'hélico, tout ça. Non, dans ce cas-là. Et donc, on est arrivé sur la bougie, et là, on avait demandé au directeur des vols, est-ce qu'on peut se présenter tout de suite ou est-ce qu'on attend? Donc, on a présenté l'avion le samedi et le dimanche. Il y a eu un jour où on s'est présenté tout de suite. Et il y a eu le lendemain, je crois, c'est le dimanche, où on a dû faire un tour d'attente à la bougie. Ce qui est très surprenant parce que là, on est à 1000 pieds sol. Pour faire un tour quand même pas trop long, 45 degrés d'inclinaison. Et même si j'avais déjà à l'époque je devais avoir de l'ordre de 7-8 000 heures de 747, on n'a pas du tout l'habitude d'être à 1000 pieds sol, à 45 degrés d'inclinaison, en train de tourner autour d'un relais de télécommunication. Et puis ensuite, donc, on s'est présenté. Là, vous étiez à quelle vitesse? Alors là, on devait être à 240 nœuds, quelque chose comme ça. Vous aviez à respecter les 250 nœuds en dessous du niveau 100? Oui, de toute façon, il faut toujours les respecter, ça c'est la loi. Et puis de toute façon, ça ne servait à rien d'aller beaucoup plus vite, ça ne servait à rien. Donc au niveau radio, il y a eu un moment où il y avait un pilote avec le contrôle d'Orly, un pilote avec Melun, et le dernier pilote avec le directeur des vols. Donc il fallait se coordonner, et là il fallait bien qu'on soit 3. Je me souviens que c'était le numéro 3, Wilfried, qui était en contact avec le DV et qui nous disait on peut se présenter ou pas. Enfin, bon, après on est tous passés sur la fréquence display. Enfin, bon, là. Dans l'avion, vous étiez que 3 du coup, il n'y avait aucun PNC, il n'y avait personne. Parce qu'en France, il y a malheureusement... on a été marqué par un accident en démonstration aérienne où il y avait des passagers à bord, il y avait eu mort d'homme d'ailleurs, donc du coup maintenant c'est complètement interdit. Oui, complètement. Et donc là vous étiez que 3 à bord, et donc c'était ton premier vol sans aucun PNC à bord ou... Alors je me souviens plus dans quel ordre, il y a eu une fois où il a fallu amener un avion aux Antilles, parce qu'il y avait un problème d'avion, il fallait amener, donc on est parti à vide. Donc on est parti là cette fois-ci à 2 pilotes, et il y avait un PNC, qui nous a aimablement servi de temps en temps un café ou à manger. Et on a dû faire un vol avec 3 personnes, 2 pilotes, un PNC en tout et pour tout. Mais c'était pas dans les mêmes conditions. Mais parce que du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est des créatures d'habitude. Ça fait 7000 heures que tu es habitué à faire ta mission avec quand même une certaine masse. Tu pars sur le long courrier. Là, tu pars avec 30 tonnes de pétrole. Ton avion est beaucoup plus rapide. Tu n'as pas eu toutes tes étapes commerciales habituelles derrière. Donc, mentalement, ça t'a pris beaucoup de cases ou ça t'a paru particulier ou... Non. Très sincèrement, non. On s'était bien préparé à tout, on avait bien repensé 1000 fois au scénario et tout. Ça avait été bien briefé, bien préparé, les trajectoires, ce qu'on faisait pas, etc. Non, ça n'a pas été... Ça faisait combien de mois que c'était en maturation? Ça faisait bien 3 mois, facilement. 3-4 mois, facilement. Donc la présentation, encore une fois, c'est un avion
où on risque pas non plus de faire un tonneau barriqué ou un looping. Mais on est arrivé donc avec volet 5, avec les phares branchés. Et en arrivant en début de bande, on s'est un petit peu incliné sur la gauche pour montrer l'avion. Ensuite, fin de bande, on est parti à droite, on a fait, on ne peut pas appeler ça une oreille, on a fait un virage en montée d'abord, descente ensuite, pour revenir. Et ça a été peut-être la phase aussi, à part celle où on tournait autour de la bougie, la moins agréable au niveau sensation, c'est quand on part donc en virage à droite, en gros un cap nord, on monte un petit peu, on vire à gauche, et là on vire 45 degrés d'inclinaison, nez bas, pour revenir, parce qu'on est monté à peu près à 1500 pieds, on redescendait vers 500 pieds. Et donc on est 45 degrés d'inclinaison à 1500 pieds, puis 1000 pieds, en virage à gauche, avec le sol pas très loin. Et c'est pareil, c'est une sensation qui est tout à fait habituelle quand on présente des avions ici classiques, mais en 747, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Et l'avion n'a pas été fait non plus au niveau de la visibilité. Il y a un moment où on ne voit plus tellement, donc il ne faut surtout pas overshooter l'axe de présentation et passer au-dessus du public. Donc il faut voir un petit peu, mais on voit pas. Et on est nez bas, 45 degrés d'inclinaison assez près du sol. C'est pas agréable du tout. Enfin, c'est pas habituel. C'est pas habituel. Donc on est revenu sur l'axe de présentation. Là, on est parti sur un virage de 360 degrés par la gauche, à 45 degrés d'inclinaison de mémoire. Et face au public, j'avais proposé de sortir le train pour voir cette masse de train d'atterrissage qui sort avec toutes les trappes et tout. Donc c'est ce qu'on a fait. Puis on est parti dans une sorte de recherche de vente arrière et on s'est éloigné. Alors c'est la seule chose que je regrette un petit peu, c'est qu'à un moment, parce qu'on discute aussi de la présentation avec les autorités de Corsair, et quelqu'un m'avait suggéré d'aller assez loin pour faire une longue finale, que les gens aient vraiment le temps d'apprécier l'avion en longue finale. Pour les spotters. Voilà, et je pense qu'on est parti un peu loin. Bon, il fallait pas non plus faire trop court, mais je serais peut-être parti un peu moins loin. Bon, c'est pas très grave, c'est un détail. Après, les habitants qui t'ont vu passer vertical, ils ont dû apprécier. Oui, mais c'était pas nous les plus oui. Au niveau bruit, c'était pas nous les plus bruyants de toute façon. C'est un avion quand même assez silencieux. Donc on est arrivé, donc tout sorti. Alors là, par contre, on était train sorti maximum de volets. Et à peu près à mi-bande, on a remis plein gaz et on a fait un virage à droite en montée en rentrant tout, le train d'abord, les volets ensuite. Et on est repassé avec le contrôle d'Orly en IFR qui nous a guidés sur un ILS et on s'est posé sur ILS à Orly. L'avion tout cru doit faire dans les 170 tonnes. Plus 30 tonnes de carburant, on a décollé à 200 tonnes. Ce qui est pour cet avion qui peut décoller à... Les versions fret décollent à plus de 400 tonnes. Nous, on est à 396 tonnes,7 de mémoire. Donc c'est presque la moitié du poids normal. C'est un avion qui grimpe aux arbres, c'est-à-dire il faut d'ailleurs, on n'a pas décollé plein pot. On a limité la puissance parce que après, si on prend avec cet avion trop d'assiettes, par exemple, il y a éventuellement des pompes carburant, parce qu'on n'avait pas beaucoup de carburant, qui ne sont plus alimentées. Donc on a des alarmes, fuel low press, par exemple, sur les pompes. Ça n'a jamais tué personne, mais c'est pas prévu, c'est pas agréable. On essaie d'éviter l'apparition d'alarmes. Et à propos d'apparition d'alarmes, tous les vols commerciaux sont extrêmement scrutés par divers dispositifs électroniques qui, comme on dit, caftent un petit peu tout ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'ils disent absolument tout ce qu'on fait, les inclinaisons, les vitesses, etc. Et il y a ce qu'on appelle l'analyse des vols, qui se fait systématiquement en compagnie aérienne, où chaque vol est analysé et dépouillé, et on regarde, non pas pour tomber sur le pilote, mais pour savoir si tout s'est bien passé, si tout a été... Et on met des alarmes, on dit, tiens, si ça dépasse, par exemple, telle vitesse à tel moment, si ça dépasse, par exemple, tu as parlé de 250 nœuds au niveau 100, si on dépasse le 250 nœuds au niveau 100, bon, ben, ça va sortir une alarme. Il y a des alarmes de niveau... C'est un peu comme les feux rouges, vert, orange et rouge. Il y a de différents niveaux de gravité, entre guillemets. Donc les mécaniciens ont désactivé un peu tout ça, parce qu'avec le show qu'on faisait, si je puis dire, là je pense qu'au niveau alarme, ils se seraient dit mais qu'est-ce qu'ils fabriquent, enfin bon. Également, les mécaniciens ont sécurisé l'avion pour que rien ne se promène bien sûr à l'intérieur. On avait enlevé les chariots de catering, donc de nourriture, même s'ils étaient vides et tout ça, pour qu'on soit sûr qu'il n'y a rien qui se balade dans l'avion pendant qu'on faisait nos inclinaisons, nos virages et tout. Et au niveau de l'inclinaison, c'est la première fois que tu dépassais les 30 degrés avec un 4.7 Oui. Parce que commercialement, les gens vont jamais avoir... Commercialement, si vous prenez 45 degrés d'inclinaison, derrière, ça va hurler. Hein. Ça va hurler, les gens n'auront pas du tout l'habitude. Par contre, le 4.7 te laisserait pas aller à 45 degrés. Par exemple, on prend les Airbus, ils vont t'empêcher d'y aller. Oui, le 4.7, lui, va te laisser. Donc, il y avait tous les systèmes de reporting d'alarme
à désactiver, mais niveau blocage ou protection de l'enveloppe de vol, pour reprendre des termes un peu Airbus, vous pouvez faire ce que vous voulez. Non, on aurait pu, bien sûr, il n'en est pas question d'une seule fraction de seconde, on aurait pu tenter le tonneau barriqué, je veux dire, il n'y a pas, comme sur Airbus, comme tu le disais, des protections où même le manche embuté, à partir d'une certaine degré d'inclinaison, 67 sur A330, il me semble, 67 degrés d'inclinaison, il me semble. À partir mais j'en suis pas sûr. À partir de ce moment-là, où l'avion refuse d'obéir. Enfin, il dit non, je vais pas passer sur le dos. Non, le 47 n'est pas protégé à ce niveau-là. Et donc, au niveau de la démo, c'est toi qui as fait pilot flying tout le temps? C'est toi qui avais les commandes du roulage, en fait, au retour? Absolument. Alors, une petite particularité, il y a un truc que je comprends pas très bien, c'est qu'on a, bien sûr, sur tous les avions de ligne, on a un pilote automatique et on a des automanettes. Sur Airbus, c'est de l'auto-poussée. Et Boeing dit, nous, on conseille, alors qu'à partir du moment où il conseille, ça devient un ordre, c'est tout manuel ou tout automatique. C'est-à-dire que si on utilise l'auto-manette, c'est avec le pilote automatique. Si vous déconnectez le pilote automatique, vous déconnectez l'automanette et vous pilotez à la main, ce qu'on appelle à la main. Il n'y a pas de doute sur le niveau d'automatisation enclenché. Ils n'aiment pas ce qu'ils appellent les automatismes mixtes. Alors que sur Airbus, j'ai fait 9 ans et demi d'A330, on peut parfaitement le faire. Et là, on ne peut pas le faire. Et je m'étais dit, moi, je vais proposer quand même à mes instances dirigeantes d'utiliser automanette parce que c'est se priver d'un automatisme intéressant. Et ce qu'il y a de marrant, c'est qu'avant que j'ai avant que j'ai eu le temps d'ouvrir la bouche, on m'a dit, tiens, si tu utilisais l'automanette, c'est une très bonne idée. Donc, on était en automanette, moi en pilotage manuel et en automanette, et je demandais à mon camarade Franck, assis à droite, de m'afficher les vitesses. Donc on avait répété, ça c'est 240 nœuds, ici ça sera 160 nœuds, que ça. Tout se fait en anglais, les procédures standards sont en anglais, donc je lui ai pas dit affiche-moi 140 nœuds, mais je lui ai dit set speed 140. Bon, c'est vraiment un détail procédure. Donc il affichait les vitesses et puis et moi c'est pareil, je déroulais, je dis tout le monde savait ce que j'allais faire, mais je leur disais ok, je passe là, maintenant je vais ouvrir à droite au Cap Nord, en monter vers 1500 pieds et je dis set speed 180 knots par exemple. Donc il le savait, c'est comme, je pense, le leader de la patrouille de France qui annonce, qui a dit, attention, fumigène top, j'éclate par la droite top. Tout le monde le sait dans la patrouille, mais... Ça permet à tout le monde de confirmer qu'on est parfaitement synchronisé sur les schémas mentaux, quoi, et sur la prochaine étape. Donc ça permet de préparer les cerveaux pour l'étape d'après. Ce qui fait que ça s'est très bien passé. Non, ça s'est très bien passé. On était très contents, très heureux. Je veux dire que ça m'a fait un plaisir fou parce que ça a été une expérience unique qui ne s'est pas repassée. Alors toujours pareil, enfin on aime bien faire des fois, ça flatte un peu l'ego, mais on est toujours content de faire des trucs un peu exceptionnels, des trucs, c'est très sympa. L'avantage, c'est qu'effectivement, je connaissais le terrain de la Ferté-Alais par cœur, les démonstrations en vol par cœur, donc l'environnement m'était parfaitement familier. Juste que les gens comprennent bien à quel point tu connais bien la Ferté, tu as présenté en meeting, ce qui est déjà une spécificité, à la Ferté, quels avions? J'ai présenté alors de mémoire Piper Cub, réplique de SE5, Fokker Triplan, réplique d'Albatros, Skyraider, Pilatus P2, T6, Junker 52, Caudron G3, Blériot 11, Moranache, j'ai bien dû en oublier un ou deux peut-être, je sais pas, enfin quelques-uns. 747 bien évidemment, quoi. Et pour qu'on revienne un tout petit peu sur le déroulé, donc 3 mois avant pour la préparation, toutes les autorisations, les simulateurs, validation au simulateur, samedi premier vol et dimanche deuxième vol du coup. Absolument. Débriefing du premier vol pour améliorer le vol du lendemain ou comment est-ce que vous avez pris ça? À tous les vols, on débriefe. Enfin moi, c'est une habitude qu'on a pris dans l'armée de l'air et qui est pas forcément d'ailleurs, je trouve, ou en tout cas qui n'était pas forcément la règle dans toutes les compagnies, dans tous les vols. Mais moi, je trouve qu'après chaque vol, je disais à mon équipage, je leur dis bon. Si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas. Moi, je faisais mon autocritique. Je dis, bon, par exemple, là, j'ai pas été très bon. Là, je suis navré, mais j'ai fait ça. Ça aurait nettement pu être meilleur. Mais si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Entre guillemets, je suis pas autoritaire, mais je vous donne l'ordre de me dire ce qui n'allait pas. N'hésitez pas, je le prendrai pas mal, mais faut qu'on soit d'accord, quoi. Et ça se passait bien. Et c'est vrai qu'il y a des fois, il y a des gens qui ne l'auraient pas dit normalement et qui, du coup, disaient, ah oui, il y a peut-être eu ça qui m'a moins plu. Enfin, on est dans le détail, hein, bien sûr. Hein, il n'était pas question de faire des choses affreuses. Mais on est dans le détail. Mais je pense que ça ouvrait la parole. Ça permettait d'ouvrir la parole. Donc, on a débriefé. C'était un vol quand même important. On a débriefé absolument ce qui s'était passé. Enfin, ce qui s'était passé. Si quelqu'un avait quelque chose à dire ou quoi que ce soit, quoi. On ne voit pas souvent des démonstrations d'avions de ligne en France. Imaginons que dans le futur, à la Ferté, il y a un nouvel avion qui vient de faire une démonstration. Quel serait le conseil que tu voudrais donner à l'équipage qui va venir faire cette démo? D'ailleurs, à ce propos, il y aura peut-être une petite surprise cette année au meeting. Surprise!
Je ne peux rien dire de plus, mais suivez l'actualité. Venez. Voir. Il y aura peut-être une petite surprise. Je pense que de refaire exactement ce qu'on avait fait, c'est-à-dire c'est 3 mois avant, c'est préparer la même trajectoire qui était parfaite. La démonstration, c'est pareil, on ne peut pas non plus inventer de tonneaux barriqués avec ces avions-là, autre chose comme ça. Et c'est exactement ce qu'on a fait, hein. On recommence la même chose et puis on change d'avion simplement, c'est tout. En parlant justement de changer d'avion, le 747 fait la démo, vous le posez à Orly, et là après derrière, qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'il recrée de la valeur pour Corsair. Ah oui, les mécaniciens se jettent dessus, rebranchent tout ce qu'ils avaient débranché, au niveau sécurité des vols, au niveau... et puis on refait les pleins, on refait le plein de nourriture, de boissons, de passagers, de carburant, et zouk, l'avion repart dans la foulée à La Réunion, ou je ne sais pas trop où. On avait l'avion pour l'après-midi, on va dire. Et d'ailleurs, l'avion, le samedi, une fois que les mécaniciens ont eu rebranché tout ce qui était débranché, l'avion est donc reparti sur un vol commercial dans la foulée, et on a pris un autre appareil, enfin notre 747 immatriculé différemment, le lendemain, qui lui arrivait dans un autre vol commercial, et qui allait certainement repartir le soir aussi sur un autre vol commercial. C'était pas la même immatriculation. Donc là, c'était 2016, tu avais déjà 7-8 000 heures sur 747. Quand est-ce que tu as terminé ta carrière opérationnelle sur le 47? Opérationnel, ça doit être mars, juste avant le premier confinement du Covid. Ça doit être février ou mars 2020, je crois bien. Quand c'est le dernier vol, on choisit sa destination. On essaie de choisir, ça dépend des compagnies, mais un vol où on reste 48 heures ou 72 heures sur place. On choisit son équipage, technique et commercial. Et puis on se débrouille pour faire un petit barbecue sur la plage, louer un bateau. On se fait un petit truc sympathique sur 48 heures. Et puis on fait le dernier vol. En général, le copilote laisse le pilote, le commandant de bord, piloter à l'aller et au retour. Alors qu'en général, on se partage quand même, parce que c'est son dernier vol. Donc voilà. Et puis quand même, on le sait, enfin c'est quand même quelque chose de émotionnellement important. Et là, je suis pas le seul, il y en a eu pas mal au niveau de Corsair, mais c'est la faute juste au Covid simplement. J'ai jamais su que je faisais mon dernier vol. Bien évidemment que je l'ai fait, mais j'ai jamais su que c'était ça. Donc j'ai fait un retour des Antilles, où en plus on avait été un peu fatigué, j'avais eu un ou deux sujets de légère contrariété, enfin bon, je suis sorti un peu bougon et fatigué de cet avion. Rentré chez moi, et par contre je ne savais pas que je ne remettrais jamais les pieds dans un cockpit de 747 et jamais les pieds comme pilote de ligne dans un avion de ligne. Et durant le confinement, nos 3 747 ont été vendus, parce que c'était le moment de les vendre. Ça a été vendu intelligemment au niveau financier, parce que c'était une époque où les avions étaient encore demandés. Donc les avions ont été vendus, et quand le confinement s'est arrêté, on n'avait plus d'avions. Alors on avait le choix après entre refaire une qualification, il ne restait plus que des A330, refaire une qualification sur A330, ou faire pour certains, mais moi j'en avais fait presque 10 ans avant, j'avais même fini instructeur sur le 330. Donc soit je refaisais une qualification, et on peut être pilote de ligne jusqu'à 65 ans. Moi, ça c'est arrivé, j'avais 63 ans et demi, on va dire, donc je pouvais faire encore 1 an et demi de plus. Mais refaire un avion dont j'avais 9500 heures, que j'avais connu que 6 mois comme copilote, plus de 9 ans comme commandant de bord, dont 1 an d'instructeur, sur des destinations que je connaissais absolument par cœur. C'était ça, ou partir à la retraite. Donc j'ai tâté le pour et le contre, et j'ai décidé de prendre ma retraite à ce moment-là. Ce qui fait que du coup, il n'y a pas eu de dernier vol. Et j'ai pas été le seul dans ce cas-là, on a été pas mal... Alors c'est très très frustrant, parce que on finit... moi, quand j'ai fait mon dernier vol dans l'armée de l'air, je savais qu'il y avait une deuxième carrière derrière. Donc j'étais plus pilote de chasse, mais j'allais être pilote de ligne. Puis on m'aurait dit, tu seras commandant bord 747, tout ça. J'aurais dit, qui dois-je tuer pour cela? Là, il n'y a pas de deuxième, il n'y a pas de troisième carrière derrière. Sauf si vous venez à La Ferté, te voir dans ta troisième carrière, le Junker 50, qui avait commencé en parallèle. Voilà, mais on peut dire que c'est un peu ta troisième carrière. Oui, ça continue à voler. Ça continue à voler. Enfin bon, ça fait quasi la largeur d'un 737 en plus. Ça fait 37 cm de plus. Par rapport à un 737 série 100, 200, 300. Ça fait 37 cm de plus en envergure, effectivement. On va voir le côté positif comme ça alors. Oui, de toute façon, oui, c'est du bonheur tout ça. Donc venez voir Christophe dans sa troisième carrière, et donc c'est 7-8 juin à La Ferté, et quand vous verrez le Junker 52, dites-vous que le pilote qui présente ça, il a fait un peu de tout ce qu'on peut faire en France et tout ce qui s'est fait à La Ferté. Alors cette année, pour être honnête, je serai en place droite, et ça sera en place gauche mon ami Gilles,
qui pilotera l'avion. Il faut un petit peu tourner, un petit peu savoir qui fait les démos. Ça sera mon ami Gilles, mais je serai en place droite en train de faire la radio et donner des conseils. Donc j'en conclus que ça ne sera pas ton dernier vol sur Junker 52. J'espère bien. Eh ben, merci beaucoup, parce que c'est quand même assez exceptionnel de tout savoir sur la dernière démo du Queen of the Sky en France. J'espère que ça permet de mieux comprendre aussi comment se prépare, s'intellectualise ces vols. Puis si vous voulez voir tout ça en vrai, vous venez le 7-8 juin, je pense que vous avez compris. Et puis ça permettra, en plus à l'association, de continuer à suivre sa ligne directrice, à savoir partager autour de la passion de l'aviation et inspirer les jeunes. Il en faut dans l'aérien, c'est important. À très vite et fly safe.